Bienvenue au podcast Tout pour être heureux, une prolongation du livre de Sophie Desmarais, Tout pour être heureux. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Aujourd'hui, on va parler de la réalité trans avec quelqu'un que tout le monde connaît au Québec maintenant, Gabrielle Bouliane-Tremblay. Bienvenue. Merci. On a Nathalie Hébert aussi qui est là, évidemment Sophie Desmarais aussi avec nous. On est très content de t'avoir. Puis, sans nécessairement parler juste de ta réalité trans, on voulait aussi parler plus de ce que tu avais vécu, toi, émotivement, à travers tout ce parcours-là. Parce qu'on le dit peut-être pas assez souvent, mais les personnes trans sont souvent très susceptibles pour vivre des difficultés de santé mentale. Et toi, dans ton cas, comment ça s'est passé? C'est sûr que dans mon cas, c'était très... il faut se mettre un peu dans le contexte sociologique, historique. J'ai grandi dans les années 90, dans un milieu rural. Donc, c'est un milieu qui n'était pas vraiment au courant non plus de ce que c'était la transidentité. On n'avait pas d'informations sur ce que c'était dans les écoles ou CLLC ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'étais vraiment dans un état de latence où est-ce que je ne savais pas tant qui j'étais. Je sentais que j'étais différente, mais je sentais aussi qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comblé. J'étais dans une quête de sens. Et avec les informations que j'avais, étant donné que j'étais attirée par les hommes et que je pensais que j'étais un gars, j'avais fait 1 + 1 = 2. J'avais dit, bon, ben ça doit être parce que je suis une personne homosexuelle. Et là, je fais ce coming out-là fin secondaire, mais tout le long du secondaire, moi, j'ai été la cible d'intimidation. On a ri beaucoup de mon physique. J'étais petite, j'étais très féminine là, comme enfant. Puis, donc, tu te faisais traiter de tapette, de fif. Oui, de petits gars manqués, de petites filles manquées. Puis, bref, j'aimais vraiment pas aller à l'école. À chaque fois, j'avais de la nervosité. C'était littéralement... des fois, je faisais par exprès de manquer de l'école aussi pour pas être dans cette situation-là, surtout les cours d'éducation physique. Puis tes parents, eux autres, est-ce qu'ils étaient au courant de ça? On ne parlait pas encore assez la communication avec mes parents à cette époque-là, moi, j'étais très renfermée sur moi-même. J'étais très solitaire. Fait que je me réfugiais dans mon journal intime, dans l'écriture. Mais je sais que mes parents étaient conscients que j'étais la cible d'intimidation puis tout ça, mais c'est jamais allé plus loin que ça, juste dans la connaissance de cette réalité-là. Puis après ça, quand j'ai fait mon coming out en tant que personne homosexuelle, je voyais mes autres amis homosexuels avoir une espèce de libération, une espèce de révélation aussi, puis que tout prenait sens dans leur vie. Puis moi, j'étais en reste dans le sens que je sentais que j'avais pas cet épanouissement-là que je recherchais. Puis je me suis dit, mais si j'ai fait ce coming out-là, puis que j'arrive pas à être heureuse, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est pour moi? Qu'est-ce qui peut me permettre d'être heureuse? Donc là, j'envisageais j'avais beaucoup d'idéations suicidaires parce que je me disais, si j'ai tout essayé... Donc, tu avais l'impression de vivre un grand échec, de dire, bon, ben j'ai fait ce qu'il fallait faire, là, tout d'un coup, je vis un échec. Puis quand tu as eu ces idées-là, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, je vais aller consulter un psychologue ou... Je me souviens qu'on avait... Avec quel âge, premièrement? 15-16 ans. 15-16 ans, quand même. Puis je me souviens qu'on est allé voir un psychologue avec mes parents parce que ma mère avait comme un soupçon que le fait que c'était pas nécessairement homosexualité, mais elle non plus, elle n'avait pas les ressources. Fait qu'elle ne savait pas non plus. Mais c'était pas très bien défini non plus. Moi, je me rappelle, dans les années 90, on parlait pas de trans, on parlait beaucoup de transsexuels, très peu de trans. Puis là, ça s'est défini avec les années très rapidement. Puis je me souviens quand on allait, mettons, moi je viens de Saint-Simeon, dans Charlevoix, puis quand on allait à Québec, on passait par Baie-Saint-Paul. Puis à Baie-Saint-Paul, il y avait une rumeur, puis une espèce de légende que, il y a un homme qui se déguise en femme dans cette maison-là. Tu sais, ça devenait comme une espèce de mythologie de la sorcière. Puis pour moi, ça faisait en sorte que ça me tentait pas, là, tu sais, de vivre ma vérité parce que je me disais, on va rire de moi si moi aussi j'aime ça. Puis en plus, tu te faisais ridiculiser à l'école, donc tu te dis, ça va me... Puis c'est ça qui est difficile, probablement, je ne sais pas si c'est ça que tu as vécu, mais moi j'ai vécu aussi beaucoup d'intimidation, Sophie aussi, c'est que tu es au début de ta vie, puis là tu te dis, mon Dieu, je vais vivre ça tout le reste de ma vie. Et là, d'où le grand désespoir, j'imagine. Oui, puis de tout se renfermer sur soi, de tout emprisonner ça en soi, puis donc se créer notre propre prison aussi.
Puis, ben moi, ça faisait en sorte que je voulais pas, parce que moi, j'étais attirée par les vêtements plus féminins. Tu sais, des fois, je portais des robes, mais en cachette et tout ça. Puis, ça faisait que, là, quand j'entendais ma famille dire « Hey, il y a quelqu'un qui s'habille en femme là-dedans, dans cette maison-là », tu sais, j'avais honte. J'avais vraiment honte parce que je sentais que cette personne-là, je me reconnaissais en elle. Mais j'avais honte de dire hey, « C'est moi aussi, cette personne-là ». Et tes parents, quand tu t'habillais en femme chez toi, est-ce que ta mère te laissait faire? Ou c'était même en cachette? C'était en cachette. Même ouais. devant ta mère? Puis moi, j'avais 2 sœurs plus vieilles, fait que j'avais beaucoup de contact avec les objets dits féminins, là. Oui. Le maquillage, les bijoux, tout ça. Mais moi, je profitais de leur escapade en ville pour rester à la maison puis dire Est-ce que ça te donnait un espèce d'épisode pour respirer, une parenthèse? C'était là que je me sentais, moi, que c'est quand je me voyais dans le miroir, je me reconnaissais. Parce qu'avant, j'avais tout le temps une espèce de petite coupe champignon, là, à l'année de Carter. Puis... Comme moi, hein? J'ai eu ça aussi forcé par mes parents. Oh my God! C'était pas le fun. La honte. Surtout que, moi, j'aimais pas ça parce que, dans le fond, je touchais mes cheveux puis c'était tellement court, tu sais, comme... Puis revenons à ta première expérience avec un psychologue. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le psychologue n'avait pas les ressources non plus. C'est ça. Donc, ça fait en sorte qu'on m'a mal orientée aussi. On m'a mal dirigée vers qui j'étais. Donc, j'ai comme, entre guillemets, perdu du temps là, dans mon affirmation de moi-même. Et puis, ça fait que, bon, ben, j'ai rencontré un homme avec qui je suis tombée amoureuse pendant 8 ans. Et on est déménagé à Québec et tout ça. Moi, j'ai fait un cours d'actrice, mais finalement, j'ai abandonné le cours parce que je voyais à l'écran, on avait beaucoup d'exercices filmés, puis je voyais cet homme-là, ce garçon-là que j'étais censée être tellement malheureux. Puis je me suis dit, mais ce gars-là a la mort dans les yeux. Et ça me fait peur. C'est même pas tes critiques de professeur. Non, c'était à l'intérieur. Toi-même, tu voyais ça. C'est souvent le cas hein, quand on entend, là, on parle de dysphorie de genre, là, c'est l'espèce de votre représentation, ce que vous voyez de vous, c'est ce qui vous éveille. Tu dis, mon Dieu, mais ça ne correspond pas avec comment je me sens à l'intérieur de moi. Et ça doit générer un grand désespoir. C'est comme être un peu décalqué, si je peux dire. C'est comme désaligné envers nous-mêmes. C'est comme si on se voyait comme à côté de nous-mêmes. En tout cas, moi, mon expérience, c'était ça. Quand, mettons, j'étais au cégep, on disait mon nom, mon ancien nom masculin, puis je répondais jamais. Puis après, on me disait, ben là, réponds, là, on parle. Mais c'est qu'il fallait que, c'est vrai... Ça prenait un effort. Oui, parce que je sentais que c'était pas moi. Puis maintenant, tu as un prénom qui peut être autant pour un homme que pour une femme. Donc, c'est toi qui as choisi ce prénom-là. J'ai choisi ce prénom-là parce que ce qui est beau dans la transidentité, quand on accède à cette nouvelle vie-là, qu'on s'autorise, qu'on a la chance de vivre, parce que c'est pas toutes les personnes trans qui peuvent vivre leur réalité, ça dépend des pays, ça dépend des situations familiales. Ben, c'est une seconde naissance. Et c'est un empuissancement, dans le sens que on retrouve enfin toute notre force. Parce qu'avant, moi, je me sentais pas solide, je me sentais énormément fragile. Je suis encore, je suis hyper sensible dans la vie, mais je suis debout. Avant, j'étais... C'est une belle phrase, ça, je suis debout. C'est fort comme photo, comme inspiration. Et le nom que tu as changé, les papiers, tu as dû changer aussi ton passeport, ton identité, en fait. Est-ce que ça, c'était aussi, est-ce que de changer son nom, son identité, en fait, est-ce que ça, c'est difficile? Comment ça se le présente? processus... Bien, en fait... les gens le conçoivent comment? Par exemple, quand tu vas voir quelqu'un, tu dis, écoutez, moi, j'ai une nouvelle identité, je suis femme. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, ben voyons, vous êtes pas c'est femme? C'est compliqué, peu importe notre expression de genre, tout ça. Si les papiers ne sont pas changés, moi, j'ai déjà eu affaire à aller au CLSC, par exemple, faire des prises de sang. Puis, j'avais mentionné à la réceptionniste mon nom, la mention du sexe, c'est encore un M.
mais vous voyez comment je me présente et tout ça. Je suis une femme, je suis en processus de transition. Ouais. Puis j'avais dit, s'il vous plaît, appelez-moi pas monsieur ou appelez-moi pas par mon ancien prénom. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est totalement le contraire. On m'appelle dans l'intercom, l'interphone, par mon prénom masculin. Et là, c'est toute l'espèce de challenge de est-ce que je me lève ou je me lève pas. Ouais. J'ai besoin des prises de sang. Parce que là, il y a des gens autour aussi. Il y a des gens autour. Et là, il y a cette situation-là que moi, je me sentais tellement nerveuse. Si j'avais pu disparaître d'un coup en claquant des doigts, là, je l'aurais fait. Mais c'est de se lever puis de se dire, OK, regarde, je vais y aller, j'ai pas le choix. Puis de foncer. Mais ça a été... Puis je pense pas que c'est de la mauvaise foi de la dame. Je pense que c'est juste la dame, elle était comme cartésienne dans son travail, puis elle reçoit plein de monde, puis tout ça. Ouais. Tu sais, je pense que des fois, il n'y a pas de mauvaise foi là-dedans. C'est la sensibilité, c'est d'avoir c'est cette ça. sensibilité-là. Des fois, il y a les générations aussi. Oui, puis il y a tout, quand même, ça a évolué rapidement. Il y a toute une éducation à faire aussi. Je crois qu'il y a des gens, quand tu les éduques comme il faut, puis tu leur expliques, après ça, ils comprennent mieux. Absolument. Puis moi, je pense que il y a tout le temps l'ignorance engendre la peur, puis la peur engendre la violence. Moi, je suis beaucoup dans ce cycle de briser ce cycle-là, puis en informant, puis en étant juste moi-même en tant que personne. C'est très important. On est là pour ça. Hein. Je pense que le fait de parler, le fait d'enlever le stigma, le fait de critiquer quelqu'un pour avoir le besoin de vivre en étant une personne qu'elle choisit d'être et qu'elle est vraiment, je trouve que je trouve que le mot que j'allais dire, peut-être un peu fort, mais je trouve ça impardonnable au public, aux gens de donner une appartenance négative à quelqu'un qui veut se tenir debout, comme toi. Et moi, je trouve ça... Moi, je suis vraiment nouvelle dans ce genre de discussion. Je trouve ça extraordinaire d'entendre quelqu'un qui est capable de parler aussi ouvertement de ce qu'elle a vécu, d'écrire ce qu'elle a vécu. Et je trouve que c'est une leçon pour tout le monde. Et c'est positif. Je pense que le message que les personnes trans, on porte, en gros, c'est d'être accepté comme on est, mais aussi faites vous-même votre propre acceptation envers vous-même, envers qui vous êtes, trans ou pas. Mais non, mais on a tous une identité qui nous appartient. Ouais. Moi, je voudrais revenir un peu. Tu as dit que tu as eu quand même des moments angoissants. Tout ça, une transition, ça se fait pas sans angoisse, sans difficulté. Tu as aussi déjà parlé que tu as eu des troubles anxieux. Comment tu as fait pour reconquérir tout ça? Est-ce que juste la transition t'a permis ça ou ça prend plus que ça? Ça prend plus que ça. C'est ça. C'est énorme. Je sais pas, en fait, comment j'ai fait. Dans le sens que... ça y est. C'était de l'anxiété généralisée pour moi, énormément. Puis l'anxiété généralisée se manifestait dans le défi de sortir dehors, l'agoraphobie. Sans emploi pendant 3 ans, au crochet de ma mère, au crochet de mon copain, financièrement, je parle. Et pour moi, ça a été une énorme claque sur l'estime personnelle. La peur de sortir en public en tant que qui tu es. Oui, parce que maintenant que je le savais, c'est ça, maintenant que je le savais à l'intérieur de moi, j'avais l'impression que tout le monde pouvait me juger. Tout le monde. Puis, tu sais, même en plein été, je m'habillais en noir jusqu'ici parce que j'aimais pas mes bras. Donc, je les trouvais un petit peu musclés, tout ça. Puis, je m'habillais en noir, même dans canicule. Je faisais du vélo là, en gros pantalon noir. Puis, tu sais, je voulais vraiment qu'on me voit pas, en fait. Puis, au contraire, ben, j'étais la seule en noir là, dans l'été. Là. Fait qu'on me voyait, finalement. Mais c'est important ce que tu dis là parce que notre expérience n'est pas la même, mais moi, quand je vivais beaucoup d'intimidation, quand j'étais jeune aussi, je voulais disparaître. Oui. Je disais, je veux pas avoir d'attention sur moi. Là.
c'était récurrent à tous les jours. Je faisais, bon, faut pas que je rie, faut pas que je regarde les gens dans les yeux. Et parce qu'on ne veut pas attirer l'attention sur nous. Et il y avait ça dans ton cas. C'était ça. Puis à l'époque où j'ai fait l'anxiété, j'ai souffert d'anxiété généralisée, je pense que j'avais 21, 22, 23. J'étais au début là, de ma transition. C'est vraiment au début quand... Puis en plus, j'étais en relation avec un gars qui m'avait connue avant. Donc, il y avait tout ce tumulte-là, cette déchirure-là. Mais moi, pour vrai, c'est l'écriture qui m'a énormément accrochée à la vie. J'ai rencontré aussi une sexologue spécialisée en identité de genre qui m'a énormément supportée. J'avais des rencontres avec elle quasiment 2 fois, 3 fois par mois. Puis ça me permettait de faire mon deuil aussi de la relation qui s'étiolait, dans cette relation-là qui allait terminer. Je savais parce que ça ne pouvait pas continuer. Mais tu avais beaucoup de deuil à faire aussi. Oui. Énormément. Énormément. Dans plein de domaines, sujets. Hein? Plein de domaines. Hein? Parce que, comme tu dis, c'est une résurrection, c'est une nouvelle naissance. Oui, puis à un moment donné, j'ai fait une psychose toxique avec l'alcool. Okay. Parce que moi, le réflexe que j'avais, oui, l'écriture, mais il y avait l'alcool aussi. Probablement pour t'aider à gérer ton anxiété. C'était un baume. Ouais, c'était un baume pour étouffer. L'alcool, c'est pour étouffer quelque chose. Pour moi, c'était ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait une psychose toxique, puis j'ai fini à l'hôpital. Puis, j'ai été internée. Ça, je n'ai jamais parlé nulle part, mais c'était vraiment... je suis sortie le soir même, là, quand même, mais la nuit même, mais il reste que je voulais vraiment mourir. Disparaître. Disparaître. Sophie aussi, je connais le sentiment, c'est la seule, on dirait que c'est la seule porte de sortie, c'est la seule solution. Puis c'est mon copain qui m'a empêchée. Mais moi, en fait, l'élément déclencheur, c'est que mes amis de filles on avait bu avant notre soirée. Puis mes amis de filles s'en allaient tout bonnement finir la soirée dans un bar. Puis moi, je voulais y aller. Puis après, j'ai changé d'idée, je pense, 10 fois. Ah oui, j'y vais, mais non, j'y vais pas, parce que là, j'étais en femme et tout ça. Puis j'étais dans ma féminité assumée. Et là, je sentais que elle, c'était donc bien simple, sortir, tu sais. Puis moi, j'étais comme, il faut tout le temps que je me conditionne à sortir. Tu sais, ça se fait pas spontanément. Fait que j'étais frustrée de ça, puis ça m'a enragée. C'est la ressemblance avec des troubles alimentaires. Moi, je suis anorexique, boulimique, et ça me parle, ce que tu dis, de façon différente, évidemment. Mais moi, j'étais incapable de sortir et d'aller me retrouver dans un restaurant avec mes amis, par exemple. C'est ça. Les amis, ceux que j'avais, qui étaient très peu. Mais même encore aujourd'hui, j'ai du mal à aller dans des endroits parce que je sais que je ne suis pas bien. Je ne me sens pas à l'aise. Je regarde le menu 10 fois, je change d'idée 10 fois, puis... c'est bizarre, mais bon, c'est certainement une situation très différente, mais le sentiment de ne pas se sentir à l'aise est tellement fort, vraiment fort, et on ne peut pas le comparer, mais... Il y a des similitudes. La similitude est quand même... Moi, ça a tellement ruiné de situations sociales dans ma vie. Mais j'avais une question. Ton copain, à l'époque, est-ce qu'il acceptait de te voir? Non. En fait, il voulait l'accepter, mais c'était difficile pour lui. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu en as parlé? Parce que lui est attiré par les hommes. Donc, de me voir me féminiser, pour lui, c'était très difficile, mais il était heureux pour moi. Mais c'était déchirant aussi de son côté. Parce que justement, il y avait quelque chose qui finissait. Mais quand tu as vécu ton épisode de psychose toxique, est-ce que là, il y a eu un éveil qui s'est fait par la suite? Est-ce que là, ça a été un déclencheur pour dire là, il faut que je m'occupe de moi? Oui, absolument. Puis j'avais arrêté de fumer, je fumais beaucoup. Puis ça a été comme on fait table rase sur les mauvaises habitudes de vie. J'avais arrêté de boire pendant un bout. Et là, j'avais arrêté de fumer. Que tu as un autre... Attends, d'autres problèmes. Challenge vraiment difficile, hein? Ah ouais. Fait que c'était vraiment là, faire changement, table rase sur toutes les mauvaises habitudes. Puis après ça, je sais que
on a rompu, lui et moi. Puis le film, Ceux qui font la révolution, est arrivé au bon moment. Je pense 2 mois après la rupture. Puis là, j'ai sauté sur l'occasion. Un prix. Ben, j'ai été nommée. J'ai été nommée comme meilleure espoir du cinéma québécois et puis meilleure actrice de soutien au Prix-Écran canadien. Mais c'est surtout que cette opportunité-là m'a permis de faire mon deuil parce que une grosse relation de 8 ans, je me serais pas vue. On avait nos amis communs aussi, on avait nos lieux communs. Ah ouais. Puis aussi, la question qu'on se pose souvent, c'est quand tu as fait ta transition, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à vos relations amoureuses? Est-ce que tu te dis, est-ce que je vais tomber en amour? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que les gens vont... Parce que, tu sais, tu vis beaucoup, tu sais, on l'a tous vécu, là, mais tu vis beaucoup dans le regard de l'autre, à quelque part. Puis vu que toi, tu as choisi d'en parler publiquement, ça veut dire que les gens le reconnaissent parce que toi, tu l'affirmes haut et fort. Mais ça veut dire aussi comment moi, je vais négocier avec mes relations. Tu sais, un peu comme les gays. Nous, on se fait, tu sais, on est obligé de faire notre coming out. Tout le temps. On n'a pas le choix. Tandis qu'un hétéro n'a pas besoin de faire ça. Puis donc, quand tu commences une relation, est-ce que pour toi, après ta rupture, tu as eu peur que ce soit plus difficile? Ah, bien, énormément. Puis à l'époque où j'ai commencé ma transition, c'était pas comme avant. Là. Maintenant, tu sais, les gens sont plus respectueux de cette réalité-là, mais il reste encore beaucoup de méconnaissances. Mais est-ce que j'étais à Montréal quand tu as fait la transition? Oui, tu étais quand même dans un milieu où c'est plus accepté. C'était plus accepté, puis c'est un peu pour ça aussi que je suis allée à Montréal pour faire ça. Il y a des réseaux d'entraide aussi. Il y en a à Québec aussi, là, mais dans les grands centres. Et là, dans le fond, c'était principalement que j'étais considérée comme une curiosité, beaucoup. Des fois, c'est pour essayer. Un fantasme. Un fantasme pour savoir si les gens sont gays aussi, à quelque part, parce que quand il n'y a pas la réassignation de genre, des fois, ça peut être encore plus problématique, là, le dating, là, parce que les gens nous considèrent comme des curiosités puis des moyens d'apporter des réponses à des questions. OK. Puis pour moi, ça, c'était d'être instrumentalisé, c'est vraiment pas le fun, là. Objectifié. Puis maintenant, ça va parce que là, les gens me connaissent plus au niveau médiatique et tout ça, fait que j'ai pas à faire nécessairement de coming out flamboyant, là, mais il reste que il y a tout le temps cette inquiétude-là, cette crainte-là, parce que j'ai vécu tellement d'ostracisation, de stress par rapport au dating. Puis beaucoup de gens ont abusé aussi de ma confiance, puis de... Oui, parce que tu es une personne sensible, tu es attachante. Donc, belle. Oui, belle, très belle. Mais là, comment ça se passe? Parce que ta perception de toi aujourd'hui, quand tu te regardes, est-ce que tu es... Parce que, tu sais, on parlait là, de l'angoisse, tout ça, l'anxiété, puis tu as dit tout à l'heure que la transition, ça n'a pas été la solution. Est-ce qu'il reste des difficultés avec lesquelles tu dois cohabiter ou... Ben moi, Parce que tu es quand même dans l'œil public, là. Ouais. Tu fais de la télévision, on te voit dans les entrevues, tu as choisi ça. Ça veut dire aussi que tu dois te regarder aussi. Puis des fois, la perception, comment elle se passe. Elle est vraiment mieux qu'avant. OK. Ah oui, je suis plus j'ai plus ce mal-être-là, ce malaise-là aussi de regarder. Quand je me regarde ou quoi que ce soit, je suis plus confrontée à moi-même. OK. Je me sens en adéquation avec qui je suis, puis avec l'image mentale que j'avais dans la tête là, quand je me voyais jeune et tout. Fait que pour moi, c'est une libération de pouvoir parler. Donc, ça apaise une certaine anxiété. Oui. Puis comme on parlait un peu d'être fantomatique, de vouloir disparaître, pour moi, l'écriture, de parler, ça me donne une opacité. Okay. Ça me rend opaque. Alors qu'avant, tu sais, je longeais les murs, je voulais pas qu'on me voie. Maintenant, je suis comme, j'ai ma place, puis je vais la prendre. Puis si ça peut inspirer d'autres personnes trans à prendre leur place, tant mieux. Puis contrairement à quelqu'un qui est pas connu, qui peut juste choisir de pas faire parler, de coming out de public, vivre sa vie comme femme, toi, c'est toujours ramené. Dans les médias, les gens le savent.
quand tu rencontres des gens qui ne te connaissent pas comme comédienne ou comme autrice, j'imagine, toi, d'emblée, tu ne vas pas vouloir nécessairement le dire, mais est-ce que tu sens que les gens par en arrière ressentent le besoin de préciser ça? Bien, mettons, tu sais, je fais beaucoup la promotion de mon roman, puis, tu sais, des fois, je prends des taxis, tout ça, puis, tu sais, hier, justement, j'étais en conférence, puis le chauffeur me disait « Ah, t'étais là pourquoi? » etc. Ben, j'ai dit « Bon, je faisais une conférence sur mon roman, et tout ça, puis là, il disait « Ça parle de quoi? » Puis des fois, je suis comme « Est-ce que ça me tente de continuer de parler de c'est quoi la transidentité, faire un cours sur la transidentité? » Fait que des fois, c'est fatigant. Oui. Moi, j'ai vécu ça beaucoup, surtout dans les années 90, là, où j'étais dans Chambre-en-Ville. C'est toute l'éducation, puis de dire, nous autres, on se faisait dire, ah oui, t'es gay, t'es-tu sûr, t'as-tu déjà fait l'amour avec une femme? Puis là, toutes des affaires, des questions, tu dis, ben voyons donc, pourquoi tu me poses ces questions-là? Comment t'as fait pour le savoir? Qui fait le gars, qui fait la fille? Écoute, j'en ai fait d'éducation. Mais à un moment donné, je suis d'accord avec, on était écœurés. Et puis, un soir, tu te dis où je m'en vais à quelque part, je dis là, je parlerai même pas que j'ai un chum, je veux juste pas parler de ça. C'est comme un mandat de paver la voie sans avoir Puis il faut le faire, il faut le faire, mais c'est épuisant. Mais on n'est pas 24/7. Mais je prends l'exemple, la fois où je t'avais téléphoné, il n'y a pas très longtemps, avec toutes sortes de questions justement à ce sujet-là. Je m'excuse. Si non, mais moi, j'ai choisi d'éduquer, comme elle a choisi d'éduquer. Mais des fois, on a le goût. On veut juste manger. On veut juste pas parler de ça. Okay. Non, mais c'est certain. Mais... Il y a de la curiosité saine. Il y a de la curiosité qui est saine, je trouve. Mais des fois, ça va trop loin, c'est maladroit. La curiosité malsaine, je pense que la majorité du temps, la curiosité n'est pas si malsaine que ça. Mais des fois, ce genre de curiosité peut être un peu... Excuse-moi, ce genre de curiosité, pour quelqu'un qui n'est pas éduqué dans ce domaine ou qui n'a pas vécu ça, ou qui a vécu avec une famille qui était toujours tabou à ce niveau-là, même nous, moi, je suis remplie de questions, remplie, et pas parce que par manipulation, c'est vraiment par une curiosité saine. Et pour aussi, qui est un signe d'intelligence aussi, d'être curieux sur quelque chose. Et de comprendre la réalité de l'autre. Oui, tu le vois, comment on fait, tu sais, c'est un peu ça le podcast, c'est comment on fait des liens par rapport à nos propres expériences. C'est là qu'on développe l'empathie, parce que toi, tu as été capable de faire des liens avec son expérience à elle. Donc, ça donne un sens. Tu dis, OK, je peux te comprendre. Mais moi, dans mon cas personnel, j'avais entendu parler de trans, etc., mais j'en avais jamais rencontré jusqu'à temps que je vois Bruce Jenner, tu sais, l'Américain, là, qui est devenu... Et ça m'a fascinée, j'ai trouvé ça. Et là, il y a une amie de ma fille, et il y a toi. Moi, je trouve ça fascinant de rencontrer des gens qui sont non seulement différents, qui amènent une différence, qui restent debout dans sa différence et qui est capable de partager le pour et le contre et qui est capable de répondre justement à des questions qui, par moments, peuvent être un petit peu sensibles, mais qui ont le courage de ses idées, le courage de... Comme vous aussi. Vous avez le courage de parler de votre réalité. Ça demande beaucoup, là, tu sais, de... Mais on a des courages différents, mais moi, je me rends compte que depuis 2 jours, en faisant les podcasts, il y a le monde autour de moi, là, est tellement courageux. Je trouve ça extraordinaire. Mais juste avant, après je te laisse la parole, je te promets, combien de temps ça t'a pris à transitionner? Moi, dans le fond, je le savais dès l'âge de 4 ans que j'étais différente. C'était vraiment une espèce de certitude. Hein? C'était même pas un sentiment. Pour moi, j'étais une fille, mais on me renvoyait tout le temps à cette image de garçon-là. On me disait, bon, ça te prend une coupe de cheveux de petit gars, prends du bleu, ça te prend, tout bleu. Tous les stéréotypes. Tous les stéréotypes, là, 90, 2000, là, c'était très fort. Mais physiquement, de te laisser aller, là, puis de... Ça, c'était vraiment quand j'ai déménagé à Québec, puis j'ai travaillé dans les cosmétiques. Pour moi, ça faisait du sens que j'aille dans les cosmétiques. Mais tout le monde ramenait ça. « Hey, c'est le seul gars
Parce que dans début 2010, là, il n'y avait pas beaucoup de gars, en fait, dans les cosmétiques. Puis... Oui, maintenant, il y en a plein. Oui, oui. Ben c'est ça, il y en a plein. Fait que moi, dans ce temps-là, tu sais, c'était comme une première, là, mais moi, je me sentais pas avant-gardiste. Tu sais. Pour moi, ça faisait juste du sens. Mais je voulais juste rebondir aussi sur le truc de charge mentale, tu sais, qu'on a quand on doit parler des réalités. Moi, je le fais. Je le fais parce que je veux que d'autres personnes aient un break, puis qu'il n'y ait pas à le faire. Puis qu'on vive notre vie, puis qu'on n'ait pas à se questionner. Puis j'en ai des amis trans qui font des petits coming out dans leur entourage, mais ils vont pas s'étaler sur leur réalité, puis ils font leur vie, puis en toute discrétion, puis c'est correct aussi. Là. Moi, je suis une fille qui va parler, qui va prendre la parole, mais il y a aussi ce genre de transition-là qui est aussi noble et aussi valable, là, de ne pas en parler, juste de vivre sa vie. Puis, mais il y a une charge mentale qui vient avec ça quand même. Ben oui, une charge Ah mentale. ouais. Et si tu avais à parler aujourd'hui, tu as tout un parcours maintenant, là, puis ça va bien pour toi. La fille d'elle-même, ton livre, a connu énormément de succès. Ils vont faire une série télé avec ça. Si tu avais un message à donner aux jeunes, parce que j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont nous écouter, parce que, tu sais, l'identité de genre, on le voit de plus en plus, là, que ça commence à l'enfance, puis là, les enfants commencent à s'exprimer, puis les parents accompagnent de mieux en mieux. Quel conseil tu leur donnerais maintenant avec tout ton parcours pour éviter la souffrance inutile? Bien, moi, je pense que je me souviens que quand j'ai commencé à avoir confiance en moi, à croire en moi à partir de moi, là, de ce que je peux apporter au monde, d'être dans mes passions, d'être dans ma vérité, même s'il y a des gens qui riaient de moi, ça ne m'atteignait pas. Puis maintenant, là, tu sais, je suis publique et tout ça, puis des fois, il y a des commentaires, mais ça ne m'atteint même plus. Des commentaires rébarbatifs, là, tu sais, comme... Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Puis ça m'atteint même plus parce que je sais que je suis à ma place, je fais ce que j'ai à faire, puis je suis fière de qui je suis. Puis je sais que dans un univers parallèle, il y a ce gars-là que j'ai été qui n'est pas heureux, qui est probablement même pas là. Tu sais. Fait que, donc, pour moi, c'est juste d'être... À partir du moment où je me suis affirmée, j'ai décroché tous les rêves que je voulais réaliser. Donc, fait que moi, je dis, croyez en vous, croyez en vos rêves, puis le reste va suivre. Gabrielle, c'est quoi le commentaire, les pires commentaires ou le pire commentaire que tu pourrais recevoir aujourd'hui? Mon Dieu, c'est une bonne question. Parce que maintenant, c'est ça, ça ne m'atteint plus vraiment, mais quand j'ai été à Tout le monde en parle, je sais que ça a vraiment enflammé les réseaux sociaux là, pour les gens transphobes. Oui, mais là, tu ouvrais une porte. Écoute, tu as ouvert une porte, une grande porte. Là. Oui. Mais celui qui... Je pense que c'est d'être mégenré. Okay. Mégenré, d'utiliser le mauvais pronom pour la personne. Comme moi, mon pronom, c'est « elle ». Et qu'on me dise « il », qu'on s'adresse à moi en « il ». Pour moi, c'est d'une violence. Parce que c'est invalider la personne, c'est ne pas reconnaître la personne en face de toi. Elle a tellement rien d'un il. Oui, elle n'a rien. Mais c'est violent dans le sens que c'est comme si moi, je t'appelais elle, que je t'appelais il. Ou comme si c'était quelqu'un qui n'existait pas. Parce que il y en a qui font exprès. Oui, il y en a qui vont leur dire je veux pas ça, puis parce qu'ils ont des préjugés, ils vont l'utiliser parce qu'ils savent que ça fait mal. Oui. C'est plus ça. Si quelqu'un te le demande, écoute, moi, c'est comme ça que je veux que tu me nommes, bien, tu le fais. Ça change quoi pour la personne? Ça change absolument rien. Je veux dire... Et donc, le commentaire le plus formidable, c'est quand on dit « elle ». Oui, elle et... mais pour vrai, juste pour revenir, tu sais, moi, on me disait aussi il devrait aller en institut psychiatrique pour régler son problème. Mais la transidentité, c'est pas un problème mental. Donc, on a passé par là, nous autres aussi, les gays. Ouais, hein, on était des malades mentales. Ben, merci beaucoup, Gabrielle. Ça a été vraiment... Merci de ta générosité. Merci pour vraiment. votre accueil. Merci. On te souhaite le meilleur. Merci. Une belle série, peut-être d'autres livres aussi, une belle série télé avec ton livre. La suite s'en vient. Ouais. Bon, on va lire ça Oh, avec wow! attention. J'ai hâte. Merci. Merci, bravo.